Merci pour cette invitation. J'ai donné pour titre à ma conférence celui que vous avez sous les yeux, donc pandémie, signaux d'alerte pour l'environnement, la nature se venge-t-elle? Ce titre un peu provocateur permet de réfléchir sur la signification du moment que nous vivons depuis un an avec ce virus de Covid-19, le SARS-CoV-2, qui nous vient de Chine et qui a paralysé toute la planète. Et pour donner du sens à cet événement extraordinaire, catastrophique, on a entendu beaucoup de commentateurs parler de la vengeance des chauves-souris ou de la vengeance des pangolins, puisque c'est un virus qui nous serait transmis par ces animaux. Nicolas Hulot, au moment du premier confinement, a dit que la nature nous envoyait un ultimatum et que si on était capable d'arrêter l'activité pour éviter la propagation d'une pandémie, eh bien, on pouvait prendre le même type de mesures pour ralentir le changement climatique. Et toutes ces interprétations de cette suspension de l'activité globale par une pandémie interroge, est-ce qu'on peut vraiment dire que la nature se venge? Est-ce que c'est une interprétation suffisante pour des sociétés éclairées comme les nôtres qui ont rationalisé la nature comme un ensemble de mouvements aléatoires et non comme des êtres dotés d'intention? On a l'impression que nous sommes revenus aujourd'hui à une interprétation religieuse, voire animiste, qui prête des intentions au virus qui nous enverrait donc des signaux sur le mauvais traitement que nous avons imposé à notre environnement. Alors, je voudrais discuter cette interprétation à partir de données scientifiques, mais en remarquant qu'on a toujours cherché à expliquer les épidémies. Pendant longtemps, effectivement, on expliquait les épidémies comme une punition de Dieu pour expliquer qu'elles arrivent soudainement, sans prévenir, qu'elles s'abattaient sur l'humanité et puis qu'elles repartaient. C'était le cas notamment pour les grandes épidémies de peste du Moyen-Âge. Ensuite, on a expliqué les épidémies par la société, puisque c'était le contact entre les individus, la distribution des risques entre les différentes classes sociales ou entre la ville et la campagne qui favorisait la transmission des pathologies. Et puis aujourd'hui, donc, on explique les épidémies par la nature, comme si la nature ou l'environnement était capable de nous envoyer des épidémies. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette explication? Comment est-ce que la généralisation des épidémies au niveau global a transformé notre regard sur l'environnement? C'est les questions que je vais poser. Et donc, c'est des questions qu'on pose effectivement en anthropologie sociale, donc au laboratoire qui a été fondé par Claude Lévi-Strauss il y a 60 ans et qui étudie les relations entre les humains et les non-humains dans différentes sociétés. C'est une question que j'ai posée à partir d'une recherche de terrain à Hong Kong qui s'est préparée aux pandémies depuis longtemps. Et c'est donc la généralisation de ces observations que je vais vous proposer aujourd'hui pour comprendre quel est le moment spécifique que nous vivons et dans quelle mesure il ne s'agit pas seulement de remplacer Dieu par la nature, en quelque sorte, comme facteur d'explication, mais il s'agit plutôt d'être attentif à des signaux que nous percevons dans l'environnement de quelque chose qui est en train de se transformer. Alors, je vais passer à la diapositive suivante. Voilà. Alors, effectivement, des pandémies, il y en a toujours eu. On considère que les relations entre les hommes et les microbes ont uni les continents pendant longtemps. C'était le cas des grandes pestes du Moyen-Âge qui montraient les relations entre l'Europe et l'Asie. Mais nous sommes à un moment particulier de prise de conscience de l'échelle planétaire de ces épidémies, puisque effectivement, avec les moyens de l'hygiène, de ce qu'on appelle aujourd'hui la distance sociale, on a pu, et puis bien sûr de la vaccination, on a pu contrôler les plus grandes épidémies comme la tuberculose
ou la variole. Et pourtant, on a découvert dans les années 80 que nous étions vulnérables à de nouvelles maladies infectieuses. Et donc, nous sommes dans un moment où on pensait qu'on allait pouvoir se consacrer aux maladies chroniques, aux maladies des sociétés développées. Et cet imaginaire un peu médiéval de l'épidémie revient dans notre réflexion. Alors, on peut dater cette nouvelle réflexion sur les épidémies de l'éradication de la variole déclarée par l'Organisation mondiale de la santé en 1980, qui faisait suite à une grande campagne de vaccination de cette maladie qui avait décimé les populations depuis l'époque moderne. C'était d'ailleurs la variole qui avait été transmise par les Européens aux populations du Nouveau Monde et qui avait causé un véritable effondrement de ces populations. La variole a donc pu être éradiquée par la vaccination. C'était l'objet de la vaccination inventée par Jenner au XVIIIe siècle, généralisée par Louis Pasteur. Et on a pu vacciner jusqu'au dernier cas de variole et ainsi détruire ce virus qui causait des pathologies mortelles. Alors, on a pu le faire parce que la variole est un virus qui ne se transmet qu'entre humains. Et les virus de variole qui circulent chez les animaux, même si on peut les utiliser par exemple avec la vaccine pour la vaccination, ne se transmettent pas aux humains. Et donc on a découvert, après l'éradication de la variole, qu'on était vulnérable à d'autres maladies qui pouvaient venir des animaux. Alors la tuberculose venait des bovins, mais on avait pu vacciner les bovins. On s'est rendu compte à la fin des années 70 que les transformations des relations entre les hommes et les animaux favorisaient la diffusion de nouvelles épidémies. Et au moment donc, où l'OMS déclarait la fin des maladies infectieuses, un nouveau virus apparaît en Afrique centrale, donc Ebola, c'est le nom d'un fleuve dans le Zaïre, qui tue avec un fort taux de létalité, 95%. Et on découvre qu'il se transmet par les primates qui sont consommés comme viande de brousse et qu'on en trouve également des échantillons chez les chauves-souris. Donc on reconstitue pour Ebola tout un cycle de transmission qui vient des chauves-souris et qui passe par ces animaux très proches de nous que sont les primates, mais aussi d'autres petits mammifères. Cette alerte sur l'émergence de nouveaux virus venus des animaux est confirmée par la pandémie de sida. Et effectivement, cette maladie sexuellement transmissible montre qu'on n'en a pas fini avec les maladies infectieuses, même si elle est assez lente, elle n'a pas la rapidité du virus Ebola. Et c'est un virus qui se déclare aux États-Unis en 1983, mais dont on retrouve les origines chez les singes en Afrique. Et on soupçonne, on peut maintenant montrer, à partir d'études des souches de virus, qu'il se serait transmis, là aussi en Afrique centrale, dans les années 1920, par la prostitution et le commerce de caoutchouc au Congo. Et l'idée, à partir des années 1980, c'est d'éviter le prochain virus pandémique en le bloquant au niveau des animaux. C'est ce qui donne toute sa signification à l'émergence du virus H5N1 de grippe aviaire, qui était peu contagieux. Il a infecté environ 500 personnes, il en a tué environ 300, mais comme c'est un virus de grippe qui mute très rapidement, on redoutait qu'il se transmette d'homme à homme. Et surtout, c'était la première fois qu'un virus de grippe passait des oiseaux aux humains, sans passer par le véhicule intermédiaire du porc qui permet d'adapter ces virus à l'organisme humain. Donc on voit ici le cycle de transmission du virus des oiseaux sauvages aux oiseaux domestiques, aux porcs et aux humains. Donc l'alerte a été lancée sur ce virus H5N1 en 1997 et a conduit à surveiller les virus de grippe. Et dans ce contexte, on a découvert donc le virus de SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, qui est apparu en Chine en 2003 et qui venait lui aussi des chauves-souris. On découvre que les chauves-souris, qui sont donc les seuls mammifères volants, ont des systèmes immunitaires particulièrement sophistiqués qui leur permettent d'héberger un grand nombre de virus
sans en être malades, sans doute parce que ça leur permet de voler et de cohabiter à plusieurs espèces dans des grottes. Mais donc, ce virus de chauve-souris qui se transmet par les marchés aux animaux dans le centre de la Chine cause une épidémie qui touche environ 8000 personnes, dont 800 meurent. Alors, c'est un taux de létalité assez important, 10%. Une épidémie qui se contient au continent asiatique avec quelques cas à Toronto, mais qui lance l'alerte sur les pandémies du 21e siècle. Alors, cette alerte, elle est un peu retombée avec la grippe H1N1, puisqu'on se souvient que c'était un virus beaucoup moins létal qu'on ne le redoutait, très contagieux. Il a remplacé le virus de grippe saisonnière. Il est apparu au Mexique et non pas en Chine comme on l'attendait. Il recombinait des virus d'oiseaux et des virus de porcs. Il était très proche du virus H1N1 de grippe espagnole, ce qui explique que beaucoup de personnes âgées étaient peut-être immunisées contre ce virus, avaient gardé l'immunité du virus de 1918, puisque le virus de 1918 était devenu saisonnier jusqu'en 1957. Donc, effectivement, l'alerte a été en quelque sorte échoué. On a eu ces commandes massives de vaccins, mais la surveillance des virus de grippe et surtout la mobilisation des sociétés sont retombées à la suite de cet épisode. Une nouvelle alerte est arrivée alors d'Arabie Saoudite avec un coronavirus, là aussi, mais qui se transmettait par les dromadaires. Et les dromadaires en Arabie Saoudite font l'objet d'un commerce important pour les courses notamment, mais aussi pour le lait. On n'a pas trouvé la chauve-souris qui aurait hébergé ce coronavirus donc, du Moyen-Orient, mais ça a été aussi l'objet de beaucoup de recherches et de surveillance. Et puis, plus récemment, le virus Ebola qui était contenu en Afrique centrale s'est développé en Afrique de l'Ouest. Alors, heureusement, les populations d'Afrique de l'Ouest avaient les habitudes de se protéger d'épidémies. Et c'est un virus qui s'est limité aux pays les plus fragiles, Sierra Leone, Libéria et Guinée, mais qui a là aussi conduit à redouter une transmission pandémique. Donc on voit qu'au cours des 40 dernières années, les alertes ont été nombreuses, les réservoirs animaux dont sont émergés ces virus étaient très diversifiés, et ça explique donc la mobilisation des autorités sanitaires sur ce virus de SRAS, ce deuxième virus de SRAS, qui venait lui aussi des chauves-souris, dont on a retrouvé un échantillon très proche chez des chauves-souris. Et donc, on voit que ces animaux qui changent de comportement, soit du fait de la déforestation pour les chauves-souris, soit du fait de l'élevage industriel pour les volailles, eh bien, leurs effets sont en quelque sorte amplifiés par le commerce international, comme on le voit sur cette carte, qui montre les transports en avion, donc avec des réseaux très denses entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Et donc, dès qu'un virus franchit la frontière d'espèce, du sauvage vers le domestique d'abord, puis du domestique vers l'humain, eh bien, il se transmet très rapidement entre humains par les moyens modernes de communication. Donc, l'alerte sur la pandémie, c'est effectivement ce phénomène qui se passe sur plusieurs échelles, d'abord entre animaux et ensuite à l'échelle de la planète entre humains. Alors, pour réfléchir à la question en quoi est-ce que cette répétition cyclique des pandémies nous interroge sur la nature, je vais revenir à des microbiologistes qui ont véritablement lancé la réflexion sur ces nouvelles épidémies dans les années 1960, à un moment où justement les alertes environnementales commençaient à monter sur la pollution industrielle, sur les effets des technologies. Et donc, il y a ces trois personnages que je vais brièvement citer. Je les ai cités en anglais parce qu'ils sont tous dans le monde anglo-saxon, mais le premier est un Français, René Dubos, qui a travaillé à l'Institut Rockefeller aux États-Unis. La nature rend coup pour coup, et la nature répond en retour, et il faut courir pour rester sur la même place. Alors, René Dubos, c'est quelqu'un qui travaillait sur les bactéries du sol et qui arrivait à suivre les mutations des bactéries qui sont nécessaires à l'enrichissement du sol. Et il avait fait l'hypothèse qu'avec les antibiotiques, qui étaient un peu les armes magiques
contre les maladies infectieuses, eh bien, de nouvelles bactéries allaient venir, ce qu'on appelle aujourd'hui des bactéries résistantes aux antibiotiques, puisqu'il montrait que quand on utilisait des antibiotiques, eh bien, les bactéries mutent pour développer des souches résistantes. Et donc, son idée, c'est que quand on essaye de contrôler cette mutation permanente des microbes, eh bien, elle se retourne contre nous. Et donc, il faut inventer en permanence de nouvelles armes, par exemple des antibiotiques, mais aussi des vaccins, puisqu'on voit, par exemple, avec les virus de grippe, que les vaccins sont adaptés pour certaines souches, mais pas pour les autres. Un autre penseur important pour ce courant qu'on appelle l'écologie des maladies infectieuses, c'est Frank McFarlane Burnett, qui est le fondateur de la microbiologie australienne. Et en Australie, on sait que les microbes font l'objet de beaucoup d'attention parce que c'est le continent des espèces invasives. Donc beaucoup d'espèces animales sont introduites sur ce continent, détruisent celles qui vivaient depuis longtemps, et c'est également le cas des microbes. Et Burnett fait l'hypothèse que les humains cohabitent avec les animaux et les microbes dans des écosystèmes à peu près stables, et que du fait de l'introduction de ces nouvelles espèces, nous perturbons les écosystèmes. Et donc, quand nous essayons de les refaire, il dit nous devons nous rappeler que la nature travaille contre nous. Donc on voit ici que la nature, ce n'est pas une force dotée d'intention, c'est plutôt tous ces mécanismes aléatoires de mutation qui, dans des conditions très particulières, comme l'augmentation du nombre d'animaux par l'élevage industriel ou l'arrivée d'animaux sauvages dans les villes par la déforestation, produisent des événements infectieux et qui donc nous atteignent et auxquels nous prêtons une intention, alors que ce sont des événements qui se produisent en permanence dans la nature. Et puis le dernier personnage que je voulais citer, c'est Joshua Lederberg, qui est considéré comme le précurseur, l'inventeur de cette idée de maladie infectieuse émergente, puisque justement au moment où la vaccination et les antibiotiques conduisent à mettre fin aux microbes pathogènes, et a déclaré la victoire des humains sur les microbes. C'était le moment justement où la médecine pasteurienne triomphait, donc dans les années 50-60. Il dit, eh bien, il faut abandonner la métaphore de la guerre entre les microbes et les humains, et il faut la remplacer par une métaphore plus informée écologiquement pour voir toutes les relations que les microbes nouent entre eux dans un écosystème. Et il faut prendre, dit-il, le point de vue du microbe sur l'infection. Comment est-ce qu'un microbe, finalement, quand il passe des chauves-souris aux rongeurs, aux humains dans un marché sur le sud de la Chine, trouve une niche écologique qui est favorable à sa réplication. En effet, les microbes ne veulent rien, ils cherchent à se répliquer. Ce sont donc des morceaux d'information et donc ils vont multiplier leurs chances de réplication quand ils trouvent une niche écologique aussi riche que la nôtre, avec notamment ces moyens de transport qui nous font communiquer sur des grandes distances. Et donc, si on prend le point de vue des microbes, on va voir comment se produisent ces coupures, ces cassures qui produisent des infections catastrophiques. Alors, ce courant de l'écologie des maladies infectieuses a connu un nouvel écho à la fin des années 90 et au début des années 2000 avec les alertes sur le bioterrorisme. Et on a alors beaucoup dit que la nature était elle-même une menace bioterroriste. C'était le moment où les États-Unis redoutaient une attaque par des armes bactériologiques qui auraient été développées dans ce qu'on appelait à l'époque les États voyous, du fait qu'un grand nombre de bactériologistes quittaient les laboratoires de l'Union soviétique, vendaient leur savoir à un certain nombre d'États. Et les États-Unis redoutaient également une attaque par les organisations terroristes, puisque l'arme bactériologique, on sait que c'est l'arme du pauvre. Hein, avec peu de moyens, vous faites beaucoup de dégâts. Et surtout, vous entrez dans les infrastructures des villes que vous faites complètement dérailler.
Alors, je cite ici donc, celui qui est considéré comme le pape de la grippe, Robert Webster, qui dit que les expériences que la nature fait en permanence avec le virus H5N1 en Asie, donc c'est des classifications des virus de grippe, et le virus H7N7 en Europe, pourrait être la plus grande menace bioterroriste de toutes celles que nous connaissons. Alors effectivement, c'était l'époque où les États-Unis se préparaient à une attaque terroriste avec des exercices de simulation dans les rues de New York où on imaginait justement qu'un virus de variole soit utilisé puisque la population américaine n'était pas immunisée contre le virus de la variole. Et c'est à ce moment-là que les États-Unis se rendent compte qu'une des grandes chances d'émergence de nouveaux, enfin d'arrivée de nouveaux virus, c'est justement leur émergence dans le sud de la Chine par un virus de grippe qui passe par les oiseaux. Et donc, il y a effectivement ces dessins qui circulent sur des oiseaux qui portent des virus un peu comme un terroriste. George Bush lance une grande campagne pour détecter des oiseaux terroristes au fin fond de l'Irak. Et donc, les chercheurs de la grippe comme Robert Webster se présentent comme des chasseurs de virus qui vont pister le virus au plus secret de leur grotte, de leur lieu d'émergence. Et tout ce vocabulaire du terrorisme conduit même à décrire les virus comme des morceaux d'information qui détournent les moyens de réplication des cellules, puisque un virus, par différence avec une bactérie, n'a pas les moyens de se répliquer, et donc il doit rentrer dans le noyau pour justement insérer son ARN dans celui de la cellule, et il rentre, un seul virus rentre, et des milliers de petits virions sortent par une explosion. Et donc, on voit bien comment l'imaginaire du virus rejoint notre imaginaire du terrorisme à travers cette idée d'une infiltration silencieuse et d'une explosion violente. C'est aussi le moment où on commence à se dire qu'il faut se préparer à la prochaine pandémie de grippe par des exercices de simulation assez analogues à ceux qu'on utilise dans les exercices militaires. Et mes collègues ont montré que ces exercices de simulation avaient d'abord été utilisés contre les attaques nucléaires aux États-Unis pendant la guerre froide. Donc comment est-ce qu'on peut sortir, pour reprendre le terme de Lederberg, de cet imaginaire de la guerre, de l'invasion, de l'infiltration? Eh bien, pour cela, je vous propose une autre notion qui recourt également au vocabulaire de la guerre, mais en un sens que je trouve intéressant à comprendre, parce que justement, ça permet de rentrer assez profondément dans les relations entre les humains, les animaux et les microbes. C'est la notion de sentinelle. Alors, la sentinelle, c'est un soldat qui se porte sur une ligne de front pour détecter les signes de la présence de l'ennemi et qui va ramener ces signaux vers le reste de l'armée pour qu'elle soit justement prête à l'assaut. Mais la sentinelle, c'est aussi un dispositif qui rend particulièrement sensible à des signaux faibles, à des menaces qui ne sont pas encore perceptibles. Il y avait un usage de la sentinelle dans les mines au XIXe siècle, où c'était des canaris qu'on mettait dans des cages pour qu'ils perçoivent le coup de grisou avant que celui-ci tue les mineurs. Et donc, si on voyait le canari défaillir, on pouvait quitter la mine. Donc, la sentinelle, quand elle s'applique à des animaux, établit justement cette espèce de partage de sensibilité entre les humains et les animaux pour des maladies qui les affectent en commun. Et c'est ce type de sensibilité partagée que j'ai voulu étudier dans un territoire très, très singulier, qui est celui de Hong Kong, qui s'est lui-même conçu comme une sentinelle à partir de 1997, en disant que puisqu'on n'avait pas beaucoup de données sur les virus qui émergeaient dans le sud de la Chine, eh bien, on pouvait capter les signaux des pandémies de grippe depuis le territoire de Hong Kong, avec l'idée que les grandes pandémies de grippe au XXe siècle, notamment de 1957 et de 1968, étaient apparues dans le sud de la Chine du fait de ces relations intenses entre les humains, les canards et les microbes.
J'ai donc travaillé avec cette équipe de chercheurs du département de microbiologie de l'Université de Hong Kong, et c'est eux qui ont lancé l'alerte en 1997, qui était assez peu entendue à l'époque, même si c'était un moment où Hong Kong, du fait que la colonie britannique rentrait sous souveraineté chinoise, était très sensible à toutes ces menaces qui pouvaient venir du continent chinois. Mais cette alerte, elle est devenue véritablement audible avec la crise du SRAS, où on s'est rendu compte qu'un virus qui venait de Chine pouvait véritablement bloquer l'ensemble de l'activité de la planète. Et donc, il se réfère à ces études qui ont été faites sur l'écologie de la grippe, en montrant qu'il était possible de se préparer à la grippe sur le terrain aviaire, c'est-à-dire en surveillant les mutations des virus de grippe chez les oiseaux. Alors, j'ai intitulé donc le livre qui est paru simultanément en anglais et en français, Les chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux dans ces territoires sentinelles aux frontières de la Chine. Parce que ce qui m'a intéressé, c'est justement que les chasseurs de virus ne sont pas seulement ces héros qui vont nous prévenir d'une attaque imminente en allant dans les secrets des espaces sauvages où ces attaques se préparent, mais parce qu'il me semble qu'ils peuvent nouer justement des alliances avec des groupes environnementalistes qui, eux, alertent depuis longtemps sur les menaces qui pèsent sur les oiseaux et qui sont donc ces ornithologues qui sont donc une tradition occidentale, mais qui prend sur le terrain chinois parce que les Chinois ont l'habitude d'observer les oiseaux, d'interagir avec eux. Et donc, ce que j'ai décrit à Hong Kong, c'est comment non seulement les microbiologistes vont devenir chinois et intégrer des menaces propres au continent chinois, et ainsi surveiller cet élevage de volailles exponentiel. On dit que le nombre de volailles en Chine entre 1968, donc la dernière pandémie de grippe, et 1997, l'émergence du H5N1, est passé de 13 millions à 13 milliards. Une montée en échelle, donc multipliée par 100, pour alimenter cette nouvelle classe moyenne désireuse de montrer sa richesse en consommant de la viande de volaille. Donc non seulement ils vont réagir, s'adapter à cette nouvelle consommation de volaille, mais ils vont aussi intégrer les techniques de surveillance et de collecte des ornithologues occidentaux en constituant des réserves naturelles où ils vont compter les oiseaux, être attentifs à la disparition de certaines espèces. J'ai mis aussi une photo de riches hongkongais qui s'équipent de caméras, d'appareils photo donc dans des observatoires. Mais il faut savoir que cet observatoire est situé à la frontière du territoire de Hong Kong, où on voit les tours de Shenzhen. Et en fait, c'était déjà une tradition des officiers coloniaux britanniques d'aller observer les oiseaux sur ce territoire, en même temps qu'ils observaient les réfugiés qui traversaient la frontière ou potentiellement l'armée chinoise qui pouvait envahir le territoire. Donc, ce que j'ai essayé de décrire dans ce livre, c'est comment cette menace d'une invasion de Hong Kong par la puissance chinoise, dont on voit qu'elle ne cesse de hanter les citoyens hongkongais, eh bien, elle s'est exprimée à un moment dans la surveillance des oiseaux, oiseaux sauvages pour ceux qui traversent la frontière en volant, et puis oiseaux domestiques, volailles, pour ceux qui font l'objet d'un commerce pour la consommation. Et puis, sur la couverture du livre français, j'ai aussi mis une cellule sentinelle parce que je me suis beaucoup intéressé au sens que les immunologistes donnent à cette notion. Les cellules sentinelles, c'est les cellules qui sont à l'entrée de notre système immunitaire et qui captent l'information des microbes qui rentrent dans notre organisme. Il faut savoir que nous cohabitons avec un grand nombre de microbes, de bactéries, de virus, de parasites, et que certains seulement nous rendent malades. Et souvent, ils nous rendent malades parce que notre système immunitaire n'arrive pas à répondre à leur information par une information adaptée, ce qu'on appelle un antigène. Et donc, nous avons développé des cellules immunitaires qui peuvent produire les anticorps pour ces antigènes, mais la cellule sentinelle, c'est une cellule hyper mobile qui arrive à produire des anticorps pour n'importe quel pathogène et qui transmet cette information du pathogène aux autres cellules du système immunitaire. Et on explique la dangerosité de ces virus qui viennent des animaux, comme le SARS
ou la grippe aviaire, par le fait justement que ces cellules sentinelles sont contournées, sont leurrées, et que donc c'est les cellules du système immunitaire plus profond qui vont réagir à ces pathogènes, et souvent sur le mode de la panique, en sorte que nous mourrons davantage de la panique, ce qu'on appelle aujourd'hui une tempête de cytokines, donc une inflammation chimique, une inflammation de signaux chimiques, plutôt qu'on ne meurt du virus lui-même qui, lui, ne cherche qu'à se répliquer. Et donc, c'est un peu cette leçon immunologique que j'ai voulu traduire dans l'observation des relations aux oiseaux, et puis aussi dans les relations géopolitiques entre ces territoires sentinelles et les grands continents où se fabriquent les menaces environnementales. L'idée, c'est qu'il faut que la sentinelle capte le signal d'alerte le plus tôt possible et ait une réponse adaptée. Sinon, quand le signal d'alerte se transmet trop tard à des cellules beaucoup moins flexibles, la réponse va être inadaptée et la panique va emporter peut-être l'ensemble de l'organisme. C'est ce qui, effectivement, s'était passé pour le SRAS, avec cet arrêt massif de l'activité pour l'Asie, et c'est ce qui se passe à l'échelle globale avec la pandémie de Covid. Alors, ce que je voudrais montrer maintenant, c'est comment ce dispositif de sentinelle a transformé la relation des Chinois avec leurs oiseaux. J'ai dit donc il y a une tradition en Chine d'être attentif aux oiseaux. On suppose même que la volaille, le galus, notre coq de basse-cour, a été domestiqué en Chine il y a 7000 ans, et peut-être même d'ailleurs à des fins de divination, avant que ce soit pour la consommation. Et donc, il y a toujours eu cette idée qu'en observant les oiseaux, on pouvait anticiper l'avenir. Mais la virologie et l'immunologie ont donné des moyens de rendre cette idée plus concrète, et de la transformer véritablement en signaux d'alerte qui passent dans le monde entier. Alors, il y a donc deux types de relations aux oiseaux domestiques et aux oiseaux sauvages. Je vois les sentinelles intervenir. C'est donc dans les fermes de Hong Kong des volailles non vaccinées qui vont porter les traces du virus, alors soit en mourant, soit on peut repérer qu'elles ont les anticorps pour le virus, alors que les volailles vaccinées ne vont pas avoir ces anticorps ou auront des anticorps qui ne sont pas adaptés à telle ou telle, à la nouvelle souche. Et donc, quand on voit ces sentinelles à l'entrée de la ferme réagir à un nouveau virus de grippe, eh bien, on peut lancer l'alerte. Alors, ça conduit souvent à détruire l'ensemble des volailles de cette ferme, et ça permet d'éviter que le virus circule dans d'autres fermes et à l'ensemble du territoire. Et ce qui m'a intéressé, c'est que le terme chinois pour désigner ces poulets sentinelles, c'est poulet soldat siffleur. Donc, on considère véritablement Xiao Bingji, on considère véritablement les poulets comme des alliés dans cette guerre contre le virus. Donc, ce n'est pas le poulet terroriste, là, c'est le poulet sentinelle. Et puis, d'un autre côté, les ornithologues vont équiper certains oiseaux d'antennes GPS en les capturant. Alors, ça suppose justement des leurres pour qu'ils reconnaissent un membre de leur espèce. Et puis, on va faire des prélèvements. Et puis ensuite, on va les relâcher et on va suivre le développement des individus qu'on a relâchés au travers de leur trajectoire. Et ça permet de sauver des espèces en danger. Là, c'est la spatule à face noire, qui est une espèce qui était menacée. Il ne restait plus que 300 individus sur la mer de Chine, donc entre le Japon et l'Australie. Et grâce à ce dispositif et en reconstruisant les abris où ils venaient se reposer, se nourrir, eh bien, on a pu ramener le nombre de ces individus à 2000. Et j'ai eu la chance, donc, quand j'étais à Taïwan, de pouvoir photographier une assez belle cérémonie où on attachait l'antenne GPS à l'oiseau et puis on le relâchait après avoir fait des petites prières dans un temple taoïste, donc un mélange de science et de tradition. Mais donc, ce sont des espèces qui sont véritablement emblématiques, considérées comme particulièrement chères à ces populations, donc sur la mer de Chine, et qui font l'objet d'échanges d'informations entre Taïwan et Hong Kong,
qui sont donc particulièrement attentives au devenir de ces espèces. Donc voilà, entre le sauvage et le domestique, deux types d'usage des oiseaux sentinelles. Ce qui m'a intéressé, c'est donc de comprendre comment les ornithologues et les virologues pouvaient interagir avec d'autres façons de percevoir des signaux sur les oiseaux. Et effectivement, si on peut critiquer le thème de la guerre contre les virus et dire que la préparation en pandémie est finalement une stratégie d'experts, moi, ce qui m'intéresse, c'est dans quelle mesure est-ce que ça résonne avec des pratiques ordinaires et des conceptions de la santé des animaux qui circulent quotidiennement. Alors, les virologues ont porté l'accent sur la grippe aviaire parce qu'on en a en ce moment des cas dans le sud-ouest de la France. Heureusement, ce ne sont pas des cas transmissibles aux humains, mais en Chine, il y a un risque de transmission de la grippe aviaire parce qu'on achète le poulet vivant sur les marchés. Et acheter un poulet vivant sur un marché, c'est une façon de vérifier sa fraîcheur. Et donc la fraîcheur, c'est une façon de se défier de la chaîne du froid dans les supermarchés, qui effectivement n'est pas très bien contrôlée. On estime que c'est à peu près 40% de la consommation de viande en Chine qui se fait sur ces marchés aux animaux. Mais la fraîcheur, c'est aussi prêter certaines vertus aux animaux, notamment donc les poulets, mais aussi les poissons. Souvent dans les magasins, dans les restaurants chinois, on peut choisir son poisson frais qui va être ensuite servi dans l'assiette. Et on retrouve cette idée de fraîcheur, mais aussi de complétude dans les hôtels des temples où des poulets complets sont offerts aux dieux, ou même dans les restaurants où le poulet coupé en morceaux est reconstitué. Il faut que le poulet soit offert aux dieux de façon complète pour que l'ancêtre envoie ses faveurs. Hein. Donc le poulet complet est un échange de signes avec les ancêtres. Et donc, effectivement, ce qui pourrait paraître comme une prise de risque de la part de ces consommateurs est aussi une façon de percevoir des signes dans les relations avec ces animaux, avec la chaîne de production de ces animaux. Il reste encore une trentaine de fermes de volailles à Hong Kong et les consommateurs hongkongais préfèrent les acheter dans des fermes de Hong Kong que de les acheter en provenance de Chine. Mais aussi, derrière, il y a une conception de l'échange de biens avec les ancêtres. Et effectivement, au moment du Nouvel An chinois, par exemple, on mange une soupe avec un poulet complet. Oui. Donc ça, c'est une conception de l'alimentation traditionnelle qui explique que cette idée d'un poulet ou d'une volaille domestique qui envoie des signes aux humains prenne sens dans un contexte local. Une deuxième pratique qui résonne davantage avec celle des ornithologues, c'est celle du lâcher d'oiseaux. Alors, j'ai travaillé sur les marchés aux oiseaux à Hong Kong et puis dans les grandes villes chinoises. On trouve d'aimables retraités qui viennent apporter leur cage où ils entraînent leurs animaux à chanter. Et donc, ils vont comparer le chant des animaux. Dans les textes sur les aristocrates chinois, on a justement tous ces échanges de mouvements entre le propriétaire de l'oiseau et l'oiseau qui font qu'à un moment, on le remercie de son chant en ouvrant la cage. Donc, il y a une pratique autour du chant, mais il y a une autre pratique qui s'est développée, qui a des sources dans le taoïsme, mais qui s'est beaucoup développée avec le bouddhisme, qui est une pratique compassionnelle et qui consiste à acheter des oiseaux pour les relâcher. Donc, on achète des oiseaux soit de grands prix, comme des alouettes de Mongolie qui s'envolent dans le ciel avec un déferlement de couleurs et qui sont du coup qui posent un problème écologique puisqu'on amène des alouettes de Mongolie en Chine, où on peut acheter aussi ces petits moineaux pour quelques euros et on les relâche dans des parcs adjacents. Et donc, ce qu'ont observé les ornithologues, c'est que ces oiseaux qui sont souvent concentrés dans des cages, qui viennent d'environnements très différents, meurent souvent après être lâchés, ce qui conduit du coup les Hongkongais soit à lâcher des oiseaux avec des masques, mais c'est un compromis un peu étrange, soit à relâcher justement des poissons, puisqu'il y a cette analogie entre l'oiseau et le poisson comme des animaux qui portent des signes de fraîcheur.
Alors, donc il y a eu des discussions entre les virologues, les ornithologues, avec les éleveurs, les marchands d'oiseaux, avec les bouddhistes qui relâchent des oiseaux, sur les bonnes façons de vendre et de consommer et de relâcher aussi des oiseaux. Et tout ça, c'est un ensemble de pratiques que j'appelle sentinelles, au sens où ça implique une grande attention à la circulation des signes et qui convertit donc cette idée bouddhiste que quand on relâche un oiseau, eh bien son âme va en quelque sorte dans une vie future apporter des mérites positifs, hein, va rejaillir sur l'âme de celui qui l'envoie. Cette idée religieuse un peu étrange peut se convertir dans l'idée que les oiseaux nous envoient des signes et que quand nous les protégeons, nous pouvons aussi en retour nous protéger. Alors, cet argument, finalement, selon lequel la sentinelle permet à des habitants d'un territoire d'être plus attentifs aux animaux qui coexistent et aux signaux d'alerte qu'ils nous envoient, explique, je crois, éclaire en tout cas, la controverse que nous avons en ce moment sur les origines du SARS-CoV-2, donc cause de la pandémie de Covid-19. Donc moi, ce que j'ai étudié, c'est effectivement ce territoire très particulier de Hong Kong qui, depuis 20 ans, s'était constitué en sentinelle des pandémies de grippe, confirmées donc par le SRAS. Mais ce que j'ai observé aussi, c'est que depuis la crise du SRAS, eh bien, les sentinelles se sont multipliées, non seulement Hong Kong, mais aussi Singapour, avec une industrie du séquençage très, très performante et qui a immédiatement séquencé les virus de SRAS ou de grippe, mais aussi Taïwan, avec une industrie du vaccin dont on voit aussi qu'elle est très performante, et puis une proximité par rapport à la Chine qui lui a permis de lancer l'alerte très tôt lors de l'émergence du Covid-19 en janvier 2020. Et puis, la Chine avait elle-même, la République populaire de Chine avait elle-même mis en place sa sentinelle dans la ville de Wuhan, puisque une des raisons pour lesquelles c'est à Wuhan que la pandémie s'est déclarée, c'est qu'il y avait donc un système de détection des coronavirus qui s'était mis en place depuis 2003, et d'ailleurs avec l'aide de la France, puisque Wuhan est une cité industrielle qui, depuis un siècle et demi, travaille beaucoup avec les Européens, par exemple pour la construction du chemin de fer, pour l'automobile, pour les biotechnologies. Et donc, on avait construit, après 2003, un laboratoire de biosécurité de niveau 4, où on stockait des virus très dangereux pour les manipuler, pour les étudier, donc notamment Ebola, mais aussi donc, des coronavirus prélevés sur des chauves-souris. Et donc, il y a eu depuis 2003 une espèce de course au prélèvement de virus de chauve-souris qui a été notamment menée par Shou Zhengli, donc, qui est une virologue qui a été formée en France, qui dirige le laboratoire P4 de l'Institut de virologie de Wuhan et qui avait donc étudié les mutations des coronavirus chez les chauves-souris. Alors ça suscite la coïncidence entre l'émergence du virus donc à côté d'un marché aux animaux et puis ensuite qui s'est diffusé notamment par les hôpitaux. Et puis ce laboratoire où on étudiait des virus de chauve-souris, cette coïncidence a troublé et a suscité tout un ensemble de théories du complot, y compris en soupçonnant les autorités chinoises de manipuler intentionnellement les virus. Donc là, on est bien dans un contexte où ce n'est pas la nature qui se vengerait, ce serait véritablement, on est dans une nouvelle guerre froide où ce serait la Chine qui enverrait au reste du monde des virus pour imposer sa domination. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre un tel récit pour interpréter la situation dans laquelle on est? Eh bien, je crois que, en fait, alors on a des informations qui arrivent maintenant sur le travail qui a été fait dans ce laboratoire, et on voit effectivement qu'il y avait un virus qui était étudié dans une grotte à Mojiang, dans le Yunnan, et qui s'était transmis
donc de chauves-souris à des humains, et puis peut-être même entre humains dans un hôpital de Kunming. Et donc, on regarde très attentivement la séquence de ce virus pour reconstituer le scénario qui a possiblement conduit à une échappée de laboratoire. Mais voilà, ce qui m'intéresse pour conclure et lancer la discussion, c'est justement de ne pas porter l'accusation sur telle ou telle personne, tel ou tel laboratoire ou tel régime, puisque derrière, en fait, ces manipulations, ces pratiques de collection de virus, il y a en fait tout un régime de surveillance des virus pour en faire des signaux d'alerte des transformations de l'environnement. On sait que la déforestation en Chine a causé des déplacements de populations de chauves-souris et on sait aussi que le trafic des animaux sauvages a été un motif de mobilisation pour des associations environnementales. On a parlé du pangolin qui était peut-être une fausse piste, mais parce que le trafic de pangolins, notamment depuis l'Afrique, causait des ravages chez cette espèce menacée. Donc, dans ce contexte où on va encadrer davantage la biosécurité dans les laboratoires, dans les marchés, faire la carte de toutes ces espèces animales qui circulent dans le sud de la Chine et dont la répartition se transforme, on voit qu'il y a aussi une forme d'attention qui est portée aux signaux d'alerte de l'environnement. Et la question qu'on peut se poser, et c'est vraiment l'objet des négociations aujourd'hui entre l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement chinois, c'est dans quelle mesure ces dispositifs de sentinelle qui se constituent ailleurs pour d'autres maladies, qui ont donné son identité à Hong Kong, comment est-ce qu'ils ont pu se répliquer dans le territoire chinois? Est-ce que pour qu'une sentinelle lance des signaux d'alerte, il ne faut pas seulement des dispositifs technologiques, mais aussi cette attention aux signaux de l'environnement et peut-être aussi des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire des individus qui, quand ils perçoivent ces signaux, peuvent parler dans les médias, peuvent s'adresser au public et ainsi faire grandir ces signaux d'alerte pour que ce ne soit pas seulement une attention justement aux animaux, dont je pense que nos collègues chinois pour lesquels ils sont particulièrement prêts, mais aussi qu'ils suscitent un débat public sur les bonnes mesures pour justement éviter les prochaines pandémies et se préparer à ces nouvelles émergences. Donc voilà, dans le contexte où nous sommes, où ces enquêtes restent très incertaines, où les enjeux géopolitiques sont importants, mon rôle en tant qu'anthropologue, c'était de donner une signification à cette notion de sentinelle pour qu'on puisse intégrer davantage les différences culturelles, aussi les différences sociales entre des groupes qui sont investis différemment dans ces relations aux animaux pour que la préparation aux pandémies ne soit pas seulement un mot d'ordre des organisations internationales, mais qu'elle préoccupe tous ceux qui se mobilisent pour la protection de la planète. Merci beaucoup, Frédéric. Et est-ce que de ces analyses et de toutes ces expériences que vous avez menées au cours des années précédentes, vous êtes maintenant plus optimiste sur la capacité à faire une prévision et peut-être à induire à ce moment-là une prévention? Est-ce que les exemples que vous avez donnés, juste l'exemple actuel à la suite de ce qui s'est passé à Wuhan, est-ce que vous pensez qu'on a sur la planète, que ce soit grâce aux chercheurs chinois, soit à l'OMS, soit à d'autres chercheurs comme vous qui, à travers le monde, essaient de comprendre ce qui se passe entre la nature et l'homme, est-ce que maintenant on est mieux équipé? Est-ce qu'on va pouvoir, non pas éliminer l'incertitude, elle restera toujours, mais est-ce qu'on pourra anticiper de façon plus efficace ce qui risque de se passer? Alors, quand j'ai commencé mes enquêtes, donc en 2005, c'était le débat sur le principe de précaution. Oui. Et c'était un débat assez européen qui conduisait souvent dans la gestion de ces maladies animales à prendre des mesures massives. Hein. C'est ce qu'on a vu avec l'abattage des vaches folles et puis récemment avec l'abattage des visons au Danemark ou aux Pays-Bas. Et donc, j'avais un optimisme de chercheur qui consistait à essayer de comprendre comment la précaution allait pouvoir être élargie à une sorte de conscience planétaire en intégrant justement les experts chinois, puisque ce que j'avais observé, c'est qu'après la crise du SRAS, ce qui était des mesures imposées par l'OMS
aux scientifiques chinois avait été approprié par les Chinois, Chinois. justement, par ces équipements, par ces pratiques de surveillance. Alors là, c'est vrai que la pandémie de Covid rend un peu moins optimiste, puisqu'on voit que quand la surveillance n'est pas bien faite, effectivement, c'est les moyens les plus massifs à nouveau qui reviennent, où là, on a effectivement des mesures très brutales, même si elles fonctionnent, hein, comme le confinement. Alors que je crois que tout l'intérêt de la préparation, de la surveillance des signaux d'alerte précoce, c'est justement d'être au plus près de l'émergence pour agir de façon fine et rapide. En même temps, ce que je vois, c'est qu'à la faveur de cette pandémie, eh bien, ces alertes sur les maladies animales trouvent de l'écho. Des rapports montrent justement le rapport bénéfice-risque de ces mesures de surveillance qui jusque-là étaient faites avec peu de moyens. Il y a un rapport récemment de l'IPBES qui montre l'avantage justement économique de ces mesures de surveillance. Donc effectivement, on peut être optimiste sur le fait qu'il y a plus de moyens maintenant. Qu'on va mettre plus de moyens, effectivement, et on va coordonner les systèmes d'information. Docteur Le Gouvernement, vous avez accumulé certainement des questions. Et donc, on a des questions qui viennent lentement, parce que je pense que comme moi, les gens sont en train aussi de réfléchir, parce que ça nous pousse à regarder cette question un peu différemment, hein, pour être honnête. Il y a une question sur l'existence de ces sentinelles en France, et j'ai envie de l'élargir en disant en Europe, et est-ce que cette pandémie-là ne va pas, s'il n'y en a pas, est-ce que ça ne va pas conduire au développement de sentinelles un petit peu plus près de chez nous? Oui, alors les territoires sentinelles, c'est effectivement des petits territoires. Singapour, Taïwan, Hong Kong, c'est trois. On voit bien effectivement, d'ailleurs souvent avec une histoire coloniale, hein, parce que c'est des interfaces entre des populations très différentes, où les maladies arrivent, se répandent rapidement. Donc c'est aussi des lieux d'expérimentation pour la santé publique. Donc c'est ces territoires à l'écosystème très particulier qui se sont constitués en sentinelles. Donc est-ce qu'il y a des territoires sentinelles en Europe? La réponse est oui. Donc notamment des lieux où il y a une grande diversité d'espèces. Donc je pense notamment à la Camargue, où il y a effectivement des chevaux, des moustiques, et où on fait régulièrement des prélèvements contre le West Nile, qui est un virus qui a causé vraiment une très grande épidémie qui a fait plus de 3000 morts aux États-Unis à partir de 1999. Et puis, on regarde très attentivement des virus. Alors tout ça, c'est les arbovirus, c'est ceux qui sont portés par les moustiques, mais la dengue, qui est une maladie donc dégénérative du cerveau, mais qui fait des ravages en Asie du Sud-Est et qui commence à arriver par les Canaries. Donc là aussi, il y a des prélèvements qui sont faits. Et puis, il y a d'autres maladies animales où certains territoires sont devenus des sentinelles. Je pense par exemple à tout ce qui se passe en ce moment autour de la peste porcine africaine, même si elle ne se transmet pas aux humains, mais elle fait des ravages dans les élevages de porcs. Et là, on surveille les sangliers. Il y a certains territoires où on a réussi à contenir la propagation de cette épidémie. Je pense par exemple à la République tchèque, qui a servi un peu de modèle pour d'autres territoires. Donc à chaque fois, c'est effectivement des petits territoires plus mobiles qui arrivent à devenir des exemples pour les plus grands territoires. Et est-ce qu'on peut envisager à l'échelle internationale justement un regroupement un peu de ce système de sentinelles en termes de réseau pour constituer finalement une forme d'alerte mondiale? Est-ce que c'est quelque chose l'OMS a mis en place justement, comme dit Catel, une capacité à rassembler tous ces efforts? Alors, ça, c'était effectivement le mode d'organisation de l'Organisation mondiale de la santé dès sa création en 1945, puisque c'était beaucoup sur la grippe. Chez les humains, en fait. Voilà, c'est la grippe chez les humains. Et puis, assez vite, chez les oiseaux, on s'est rendu compte qu'elle circulait chez les oiseaux. Et donc, ils ont coordonné des laboratoires qui lui apportaient les dernières souches de virus de grippe. Et c'est dans ce cadre, justement, que Hong Kong a été équipé comme sentinelle. Donc, le but, effectivement, c'est d'échanger des informations entre les laboratoires. Et ensuite, il faut que ces laboratoires soient relayés par les populations locales. Et c'est là que le territoire sentinelle prend son importance.
Alors, on a un groupe de questions sur les nouveaux types de virus. Qu'est-ce qui arrive à l'horizon? Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à l'émergence de nouvelles formes de virus du fait du réchauffement climatique, du fait d'une plus forte perte de biodiversité? Et il y a une personne qui demande aussi si vous pourriez nous parler des big virus. Je ne connais pas le terme. Oui. Donc voilà, je pense qu'il y a un groupe de questions qui vont regarder un peu vers le Oui. futur pour voir qu'est-ce qui arrive, quelle est l'émergence de nouveaux virus que vous voyez à l'horizon. Alors, les mégavirus, c'est des virus qu'on a découverts effectivement dans le permafrost. Donc avec la fonte des glaces, on découvre des virus qu'on ne connaissait pas jusque-là et qui sont aussi gros que des bactéries. Donc, comme un virus, en général, c'est entre 100 et 1000 fois plus petit qu'une bactérie. C'est effectivement des très gros virus. Et donc, ça fait le régal des virologues qui peuvent les séquencer et comprendre leur fonctionnement. Alors, c'est des virus qui ne sont pas du tout pathogènes pour les humains. On essaye de comprendre leur fonctionnement, leur pathologie, mais en tout cas, il n'y a pas à redouter leur effet. Et donc, c'est effectivement suite à la découverte de ces virus dans le permafrost qu'on a lancé un peu l'alerte sur l'effet du réchauffement climatique, notamment parce qu'il pourrait y avoir de l'anthrax qui serait libéré. L'anthrax, donc c'est le charbon, hein, mais contre l'anthrax, on a quand même des vaccins qui seraient libérés en Sibérie. Mais bon, le temps qu'un virus sorte de glace et qu'il soit en contact avec des humains qui ensuite le transmettent dans une chaîne épidémique, la probabilité est assez faible. Par contre, le réchauffement climatique a un effet indirect sur les populations de moustiques, puisqu'on voit qu'elles se déplacent dans des écosystèmes où elles n'allaient pas jusque-là, et c'est notamment l'effet sur la dengue, hein, qui est une maladie tropicale, mais qui maintenant se rapproche des portes de l'Europe. Nous, dans l'Anthropocène, on est vraiment responsable aussi de ce qui se passe au niveau des virus. Alors, et la promiscuité qui existe ou qui n'existe pas entre la nature et entre l'homme. Donc, la recherche sur les virus pandémiques a résonné à un moment avec cette réflexion sur l'Anthropocène, c'est-à-dire l'impact que l'espèce humaine a sur son environnement. Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que l'augmentation du nombre de volailles dans l'élevage industriel changeait complètement l'écologie des virus d'oiseaux, donc des virus de grippe. On revient même maintenant aux origines de la domestication du poulet en disant que ce serait un des marqueurs de l'Anthropocène, puisqu'on voit que la taille des os du poulet depuis la domestication a considérablement changé. Donc effectivement, les virus sont des marqueurs de notre impact sur les autres espèces et sur notre environnement. Alors, on a des questions qui sont assez fondamentales aussi, pas mal d'entre elles, et il y en a des personnes qui s'interrogent vraiment sur le rôle de l'humain et de son environnement et la déconnexion finalement à laquelle on a abouti dans nos sociétés occidentales. Et est-ce que du coup, on n'aurait pas besoin de repenser notre relation à l'environnement, développer des nouvelles symboliques, nouvelles formes de croyances pour se reconnecter à l'environnement, in fine? Alors, moi, c'était tout l'objectif de ma recherche sur le terrain. C'était de sortir d'une conception de l'épidémie comme quelque chose qui resserre le corps social, hein, pour voir comment ça permettait de nouer d'autres rapports à l'environnement dans des sociétés chinoises qui ont été donc impactées par ces virus de grippe et qui pensent leur transformation rapide à travers les virus de grippe. Donc c'est pour ça que j'ai fait tout cet effort de description de pratiques traditionnelles qui se trouvent recodées à travers donc la sentinelle, hein, donc l'équipement de poulets ou d'oiseaux sauvages pour donner des signes de virus émergents. Mais effectivement, pour véritablement intégrer ces nouvelles menaces dans notre perception de l'environnement, ça suppose de regarder davantage comment vivent les animaux autour de nous, comment ils disparaissent. Alors,
pour percevoir qu'ils disparaissent, il faut les équiper, hein, il faut les compter. Mais effectivement, si on pense qu'un signal d'alerte, c'est juste un signal un peu plus équipé, on peut penser que le chant d'un oiseau est aussi un signe que l'oiseau est en bonne santé. Et donc, ça conduit à être plus attentif au chant des oiseaux. C'est ce qui s'est passé au moment du confinement. On les a entendus. Où effectivement, les gens se sont dit, on a redécouvert la nature et peut-être qu'effectivement, il fallait en passer par cette phase de suspension pour redevenir attentif à repenser notre communication avec la nature, justement. Voilà. Parce que arriver à comprendre, à communiquer avec les animaux mieux qu'on ne le fait en ce moment. Voilà. Mieux décoder les oiseaux, par exemple. Voilà. Alors, la communication avec la nature, c'est quelque chose qu'on savait faire quand on était des sociétés de chasseurs. Donc, j'écris beaucoup sur le fait que les chasseurs de virus retrouvent des compétences qui sont celles des sociétés de chasseurs, c'est-à-dire la capacité à percevoir, à nous percevoir nous-mêmes du point de vue d'un animal avec lequel on partage un environnement, avec quand même cette limite que quand on se voit du point de vue de l'animal qu'on chasse, il y a un moment où il faut redevenir soi-même, ce qui est le moment où on tue l'animal. Donc ça, c'est aussi cette tension dans la communication avec les animaux sur les signaux d'alerte. Il y a un moment où effectivement, entre les chauves-souris, les pangolins et les humains, on finit par choisir les humains. Mais c'est un choix contingent, c'est un choix de notre espèce. Et par contre, le moment du signal d'alerte est un moment de communication. Et donc, le travail des virologues est important. Il résonne avec les préoccupations de notre temps, parce que justement, il est pour moi assez analogue à ces mythes que racontaient les chasseurs, qui racontaient donc un temps où les humains et les animaux n'étaient pas séparés et partageaient des intériorités, des âmes. Et c'est souvent suite à des conflits que nous nous sommes séparés des animaux. Et donc, il faut beaucoup de médiation pour reconstituer cette unité, pour penser à un monde à nouveau commun. Moi, j'en ai plein, mais elles ne sont pas forcément dans la même lignée. Non, moi, c'est pas tout à fait dans la même ligne, mais la Chine se présente maintenant un peu comme un modèle pour avoir mieux composé que d'autres pays, que l'Europe, par exemple, ou les États-Unis, avec la pandémie. Et quelles sont un peu les leçons, au-delà de la dimension autoritaire et la capacité à contrôler, quelles sont les autres leçons qu'on peut retirer de ce qui s'est passé en Chine? Alors, on a vu que les virologues chinois étaient bien équipés. Hein. Ils ont très rapidement transmis les séquences du nouveau virus. Oui. Donc, ils ont joué le jeu de la transparence, ce qui n'était pas le cas au moment du SRAS, hein, où pendant plusieurs semaines, parce qu'ils étaient dans une phase de transition politique, ils n'avaient effectivement pas donné les bonnes informations sur leurs patients. Et même sur l'identification du virus. Donc, ils ont appris à jouer le jeu de la transparence. Après, ce qu'on voit, c'est que le territoire est si grand qu'ils ont cette capacité à contenir une épidémie dans une ville. Et ils ont aussi des appuis dans la population, notamment avec les comités de quartier. On a vu que quand les travailleurs migrants qui ont quitté Wuhan sont arrivés dans les campagnes, ils ont été immédiatement mis à l'isolement. Donc, ce n'est pas seulement un gouvernement autoritaire, c'est aussi une société qui pratique la discipline en situation d'épidémie de façon volontaire. Ça, c'est très important, ça. Voilà. Et ça a été aussi le cas au Vietnam. Alors, c'est des pays communistes qui ont connu effectivement une mobilisation où le vocabulaire de la guerre. Le sens de la communauté fait qu'on protège l'épidémie. Voilà, produit un sens de solidarité. Et puis, au-delà de ça, effectivement, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir comment dans le trafic d'animaux sauvages, il va y avoir une recomposition de ces marchés, de ces ça élevages. va modifier et effectivement, le gouvernement va beaucoup encadrer ces marchés et on va voir comment les consommateurs vont changer aussi. Ça sera très difficile, ça, parce que c'est une tradition qui est très, très ancrée dans tout le pays. Et puis qui engage vraiment toute la confiance des Chinois dans la chaîne du froid. On voit que la chaîne du froid, elle concerne à la fois les supermarchés et puis la fabrication des vaccins, la conservation dans les laboratoires. Donc la chaîne du froid, qui est une technologie qui a permis à nos sociétés de transporter les marchandises sur des grandes distances, on voit comment en Chine, ça bouleverse vraiment les relations entre les vivants.
Alors, j'ai des questions spécifiquement, parce qu'il y en a 3, sur les visons. Mhm. Est-ce que vraiment ce virus vient des chauves-souris et pas plus des élevages de visons? Et d'autres qui se demandent si effectivement ces élevages au Danemark étaient aussi potentiellement dangereux. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tuer tous ces animaux dans ces élevages? Quel est votre point de vue là-dessus? Alors, que les chauves-souris soient le réservoir des coronavirus zoonotiques, donc transmissibles aux humains, ça c'est attesté, Mhm. hein, puisque les recherches sur tout un ensemble de virus montrent que les chauves-souris ont cette capacité à héberger un grand nombre de virus. Et les amateurs de chauves-souris ne sont pas très contents quand on Ouais. dit ça, parce que ça désigne les chauves-souris comme, comme des boucs émissaires. Il y a certains pays où on a voulu les détruire parce qu'elles se rapprochent des centres-villes. Mais si on reste à bonne distance des chauves-souris, ça permet de penser quand même l'histoire de développement de cette espèce bien avant la nôtre. La chauve-souris, on en trouve des traces archéologiques dans tous les écosystèmes bien avant que les humains s'y soient développés. Donc, si on raisonne en termes d'occupation de la planète, les chauves-souris ont été bien avant nous. Ouais. L'Anthropocène est aussi un Chiroptorocène peut-être. Donc, il y a donc, un peu comme les rongeurs, mais les rongeurs sont commensaux et ils partagent avec nous des pathogènes. Les chauves-souris ont cette capacité de réservoir qui fait qu'on leur doit une forme de respect, et on apprend même d'ailleurs dans l'étude de leur système immunitaire. Alors, pour ce qui est des visons et de ce qu'on appelle maintenant les mammifères à fourrure, donc il y a donc les civettes masquées qui étaient consommées dans la médecine chinoise traditionnelle et dont le commerce est maintenant bien diminué. Mais donc tous ces petits rongeurs sont effectivement des animaux intermédiaires parce qu'ils ont la capacité à éternuer. Ce que n'a pas la chauve-souris, par exemple. Et donc, en éternuant, ils peuvent transmettre d'animal à animal et même à humain. Et c'est d'ailleurs pourquoi le furet, par exemple, c'est le modèle expérimental pour la grippe ou pour le coronavirus. Donc, pour un ensemble de maladies respiratoires, c'est beaucoup mieux d'utiliser le furet que le rat, par exemple. Mais ce qu'on a découvert à l'occasion de cette pandémie, c'est qu'on a toujours des élevages de visons, donc très proches du furet, pour les manteaux de fourrure. Alors, c'est en déclin en Europe, parce qu'il y a un ensemble de mobilisations sur le bien-être animal qui fait qu'on remplace par de la fourrure synthétique. Mais par contre, c'est en explosion en Chine. Je crois que c'est 50 millions d'animaux qui sont élevés et abattus chaque année en Chine. Et effectivement, là, on a des informations sur une diminution importante de la population de visons en Chine l'an dernier, notamment dans le Shandong, donc la région de la péninsule où il y a Qingdao, où on fabrique la bière. Donc là, c'est une région où on produit beaucoup de visons. Et s'il est vrai qu'il y a eu une maladie qui aurait décimé des visons l'an dernier, ça pourrait être une des sources de transmission de la chauve-souris aux humains et du coup beaucoup plus difficile à encadrer que le pangolin. Il reste que donc, les cas aux Pays-Bas et au Danemark, c'est seulement 6% des visons qui mouraient. Par contre, il y avait effectivement une transmission des humains aux visons et des visons à nouveau aux humains. Donc, on craignait qu'apparaisse un nouveau variant du coronavirus qui, du coup, serait résistant à la vaccination. Et on retrouve cette idée d'une guerre de la nature au sens où on pense avoir trouvé l'arme et puis en fait, il y a une autre arme qui est inventée et on est dans cette course où il faut inventer en permanence des nouvelles armes. Donc, effectivement, dans cette guerre que la nature nous livre, le furet est sans doute et le vison sont des bons alliés. C'est fascinant. Moi, je vous écoute, ces connaissances sur des choses auxquelles moi, je n'ai jamais réfléchi. Donc, merci. Alors, il y a des questions qui portent un petit peu plus à la controverse. Je vais quand même vous les poser parce qu'on est aussi là pour ça. Il y en a une personne donc, se demande pourquoi est-ce qu'on doit s'obstiner à essayer de contenir ces virus envoyés par la nature. Est-ce que finalement, ce ne serait pas aussi une façon de maintenir l'équilibre sur Terre en termes de démographie? Et est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à laisser faire pour qu'on puisse tous vivre sur la planète de façon aussi plus écologique? Alors ça, c'est une question difficile, mais que les virologues abordent aussi dans les couloirs. C'est dans quelle mesure est-ce que vouloir contrôler une épidémie, c'est un objectif de santé publique acceptable pour nos sociétés. On voit effectivement que la mort est devenue inacceptable. La mort en série semble
ramené Il y a un déni de la à une mort. Oui. situation Oui. médiévale. Et donc, on se dit effectivement que ces signaux d'alerte sont peut-être aussi des régulateurs, au fond, de population. Dans quelle mesure est-ce que l'espèce humaine, qui est en explosion démographique, aurait le droit, justement, de contrôler des épidémies qui lui viennent des autres espèces. Et effectivement, c'était dans le courant de l'écologie des maladies infectieuses, il y avait cette idée que finalement, les épidémies étaient des façons de réguler les écosystèmes et de revenir à un état stable. Alors là, on revient à la discussion sur l'anthropocène, c'est-à-dire que on a basculé dans un état irréversible où il n'y a plus d'équilibre et on doit être en permanence attentif aux signaux d'alerte, parce que si on laisse passer une épidémie, du fait de l'expansion de l'humanité sur la planète, eh bien le nombre de morts va s'accroître considérablement. Voilà, c'est un peu comme le réchauffement climatique. Tout On se à dit, qu'est-ce que c'est 1 ou 2 degrés de plus en un siècle? Mais si on pense l'ensemble de l'équilibre qui sera perturbé par le réchauffement climatique, on bascule dans de l'irréversible et de l'imprévisible. Donc, effectivement, dans la gestion d'une nouvelle épidémie, on ne sait jamais jusqu'où ça va s'étendre. Et puis, peut-être la dernière raison pour expliquer qu'on se soit autant mobilisé sur cette épidémie, en général, les épidémies qui viennent des animaux touchent les personnes les plus jeunes. Sauf maintenant. Alors voilà, ça c'est assez nouveau, effectivement, par rapport à toutes les épidémies précédentes que j'ai mentionnées. Une épidémie qui touche les personnes âgées, c'est vrai que ça a suscité une réflexion morale de dire pourquoi est-ce qu'il faudrait se mobiliser pour sauver les personnes âgées, y compris d'ailleurs en demandant aux plus jeunes des comportements qui les pénalisent pour le reste de leur vie. Et peut-être que de ce point de vue, là aussi, la Chine nous a appris quelque chose, c'est que les personnes âgées sont respectées parce qu'il y a un échange entre les générations. Et donc, contrôler une épidémie qui touche les personnes âgées, ça n'a pas posé de problème en Chine. Et d'une certaine façon, nous avons imité la Chine dans la gestion de cette épidémie. Mais tout ce débat santé contre l'économie, est-ce qu'il faut préserver la santé et arrêter l'économie? Est-ce que c'est un débat qui va continuer encore, à mon avis, pendant... Parce qu'il y a un choix éthique, et c'est pas vraiment l'un ou l'autre. On peut arriver, on essaie de trouver un moyen terme, mais ça, c'est une décision qui est très difficile à prendre parce qu'il y a beaucoup de stakeholders, de parties prenantes dans une opération comme celle-là. Et donc, de nos jours, on a beaucoup de difficultés à prendre ces décisions. Alors, on dit on va préserver la santé, donc on va ralentir l'économie, on va même l'arrêter s'il faut. Mais ça, je suppose que c'est un problème qui va se poser chaque fois qu'on aura une épidémie, parce qu'on va encore les avoir, ces épidémies. Vous avez montré que le rôle des sentinelles est très précieux, mais ce n'est pas ce qui va nous permettre à terme d'éliminer les épidémies. Ce n'est pas l'antibiotique qui va permettre d'arrêter complètement une... Et donc, si on a encore des perspectives de pandémie dans les 50 ans, dans les 100 ans qui viennent, on les aura toujours. Comment peut-on arriver à mieux les gérer en apprenant d'une épidémie à l'autre, d'une pandémie à l'autre? Et on a ces questions-là qui reviennent aussi chez les membres de nos auditeurs, qui sont: est-ce que finalement, on n'arrive pas maintenant à une fréquence et une gravité de ces maladies qui nous conduisent à vraiment nous organiser collectivement différemment? Et on a même une question qui pose la question: est-ce qu'on n'est pas là arrivé un peu à un tournant de notre civilisation, finalement, avec cette pandémie-là? Donc, est-ce que les choses se sont accélérées? Vous l'avez montré un petit peu au début, quand vous avez donné la liste, la fréquence, le nombre de morts. Est-ce que là, on est arrivé à un peu un point d'inflexion qui va nous pousser à repenser notre organisation collective internationale? Alors, le tournant des années 80, c'est vrai que c'est l'accélération de la circulation sur la planète, aussi du nombre d'animaux élevés pour la consommation humaine, mais c'est aussi le tournant de l'informatisation de la société. Et c'est une autre hypothèse d'interprétation de la situation où nous sommes, c'est de dire finalement, nous percevons nos relations avec le vivant à travers la métaphore informatique. Donc le virus, c'est aussi un morceau d'information qui cherche à se répliquer. Donc on essaye de
de détecter ces déraillements un peu avec comme ces pare-feux qu'on installe sur nos ordinateurs. Et en même temps, justement, on utilise nos ordinateurs pour vivre à l'abri des virus biologiques. Donc, c'est la situation très bizarre que nous vivons en ce moment où nous donnons une conférence qui est transmise en ligne. C'est que nous apprenons à vivre avec tous ces dispositifs de distanciel qui vont sans doute servir dans les prochaines pandémies. Quand j'avais commencé à travailler sur la grippe aviaire, j'avais interrogé des gens du CNED, donc le centre d'éducation à distance, qui disaient qu'ils étaient prêts pour faire des cours à distance en cas de pandémie. Déjà à cette époque. Et moi, je n'y croyais pas parce que c'était le moment où j'étais formé comme universitaire à faire des cours devant des amphithéâtres pleins et je n'arrivais pas à imaginer la situation où on ferait des conférences devant des caméras et des amphithéâtres vides, mais nous y sommes. Et effectivement, il semble que ça va s'installer, il va falloir apprendre à vivre ça. Mais justement, ce que j'ai montré, c'est que ces dispositifs technologiques nouveaux, ça intègre quand même aussi des pratiques corporelles anciennes. Donc, de même qu'on apprend à communiquer avec un oiseau et en percevant son chant par GPS, de même, on va quand même garder quelque chose de la chaleur des échanges universitaires tout en étant dans ces médias distanciels. Alors, on a des questions sur les remèdes qui existent pour contrôler la pandémie aujourd'hui. Et est-ce que vous pensez que, donc là c'est très spécifique, hein, que alors celle-là elle est en anglais en plus, donc je la traduis. Est-ce que vous pensez que les médicaments et les vaccins qui sont à base de ARN vont permettre à l'humanité finalement de s'adapter, d'agir plus rapidement et de réduire la dévastation en fait, de ces nouveaux épisodes pandémiques, de la même façon que les sentinelles nous permettent de réagir plus rapidement? Est-ce que la réponse qu'on a aujourd'hui nous permet aussi de mieux contrôler Oui, alors la technologie de l'ARN messager que j'ai découverte comme tout le monde à l'occasion de cette pandémie, puisqu'elle a permis d'accélérer la production de vaccins, même si apparemment elle avait déjà été utilisée pour Ebola ou Zika. Cette technique, elle suscite des craintes sur les effets du vaccin, même si, quand on raisonne du point de vue biologique, on se dit que donner une instruction au système immunitaire pour qu'il fabrique l'anticorps adapté, c'est pas prendre un grand risque pour modifier l'organisme lui-même. Jusque-là, on donnait effectivement soit le virus vivant, soit le virus inactivé, mais on présentait toujours l'ensemble de la séquence. Là, on présente juste l'ARN qui permet de produire l'anticorps contre l'entrée du virus dans la cellule. Donc, c'est un progrès technologique et puis ça a surtout accéléré la production de vaccins. Donc, personnellement, je suis plutôt optimiste sur les capacités de l'industrie vaccinale. Ça a été la bonne surprise de la fin de l'année 2020 et on espère que ça nous permettra de mieux finir cette année 2021. Mais c'est vrai que toute la réflexion que j'ai menée sur l'histoire de la vaccination, qui est passionnante, ça montre à quel point justement ce que nous empruntons aux animaux nous permet de produire des signes dans notre organisme. La vaccine, c'est un vaccin atténué, enfin c'est un virus atténué parce qu'il vient des animaux. Et Pasteur, ce qu'il a découvert, c'est pas le vaccin, c'est de contrôler l'atténuation. Donc ce contrôle de plus en plus fin de l'atténuation permet d'adapter de plus en plus la réponse immunitaire. Et de ce point de vue, ça va effectivement avec la constitution des sentinelles. Alors moi, je voudrais revenir un petit peu aussi sur la relation avec l'environnement, parce que vous l'avez évoqué, mais si je vous entends bien, vous nous dites que pour avoir de très bonnes sentinelles et pour en avoir plus, il faut avoir plus de biodiversité. Donc ça nous conduit quand même, quand on pense à la réponse et à comment se préparer, investir dans la diversité biologique, ça semble être une des réponses. Et de la même façon, vous nous dites aussi que finalement, il y a plus de virus, cette transmission de virus d'animaux à hommes, du fait du réchauffement climatique. Donc, est-ce que tout ça, finalement aussi, ça nous pousse à investir dans la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la diversité biologique? Alors, c'est un peu contre-intuitif, la biodiversité, parce qu'on se dit plus il y a d'espèces, plus elles vont échanger des microbes, et plus les microbes ont des chances de muter. Mais en fait, les microbes qui mutent dans une grande diversité d'espèces, ils ne vont pas justement causer des effets pathogènes dans l'espèce humaine.
parce qu'il ne se réplique pas facilement, en fait. Et c'est des événements aléatoires. On peut supposer qu'il y a toujours eu des mutations zoonotiques dans l'histoire de Et plus de l'humanité. biodiversité ne va pas nécessairement… Et au contraire, voilà. les élevages qui ont de la biodiversité, certains individus vont mourir d'un nouveau pathogène, mais d'autres vont au contraire vont trouver une immunité. Donc la biodiversité est plutôt une forme d'immunité qu'un facteur d'émergence. Ce qui est un facteur d'amplification des nouveaux virus, c'est l'élevage industriel, parce que c'est souvent des organismes affaiblis donc qui multiplient le virus et donc augmentent les chances de transmission aux humains. Donc en ce sens, la protection de l'environnement permet de limiter les risques d'épidémie parce que ça déconcentre ces bombes à pathogènes que sont les élevages industriels, et ça permet de répartir les risques sur le territoire, ce qui est effectivement l'objectif des sentinelles. Et donc on vous entend aussi, finalement, ça questionne aussi nos pratiques agricoles, tant en termes de réduction de la forêt, qui conduit aussi à accélérer ces transmissions de pathogènes, qu'à avoir des élevages de production de viande qui finalement sont aussi de forts nids et foyers infectieux. Donc ça questionne aussi toutes nos pratiques agricoles et notre système d'alimentation finalement. C'est ça. Donc l'émergence des nouveaux virus est un effet secondaire de pratiques industrielles qui favorisent à court terme le développement de l'humanité, mais qui donc ont des effets en retour. Donc on pensait justement que par un surcroît d'industrie avec la vaccination, on pouvait contrôler ces maladies, mais on est dans ce jeu, dans cette course qui était décrite par l'écologie des maladies infectieuses, et donc peut-être que cette course, il est temps de la ralentir, et pour la ralentir, il faut justement peut-être diminuer le nombre d'acteurs en présence, favoriser une plus grande diversité pour que justement la course et la compétition soient remplacées par un peu plus d'entente et d'harmonie. Et de coopération. Mais je ne sais pas, à moins que tu aies encore une question. Juste une dernière par curiosité avant, parce qu'il nous reste 4 minutes. Donc une dernière sur finalement vous qui avez cette vision d'ensemble sur ces relations et entre animaux et entre humains et entre pays. Qu'est-ce qui vous rend le plus optimiste quand vous regardez notre situation aujourd'hui et notre façon de nous sortir de cette pandémie? Qu'est-ce qui vous rend le plus optimiste? Alors, bon, c'est vrai que l'optimisme, il vient effectivement de la technologie qui nous permet de survivre à cette chose très étrange qui est l'arrêt des circulations. Moi, j'ai grandi dans une société où la possibilité de voyager à l'autre bout du monde était garantie, était une condition de liberté, voire d'émancipation. Là, on est en train de renoncer effectivement à ce qui faisait la liberté de nos sociétés, et pourtant on continue à travailler, on continue à échanger. Donc ça rend optimiste, un peu sceptique aussi sur l'effet de ces technologies. Et en même temps, voilà, l'optimisme vient du fait que la nature continue à se développer, et elle continue à nous envoyer des signaux, et peut-être qu'avec ces technologies, on peut inventer des façons de se mettre à son écoute. J'ai assez confiance, par exemple, dans le travail des artistes pour composer des œuvres qui reviennent sur cette pandémie. D'ailleurs, dans tes livres, tu reviens souvent sur le rôle des artistes et des poètes. Oui, alors parce que donc la préparation, ce que j'ai peut-être pas assez dit dans cet exposé, c'est que comme on ne peut pas calculer les risques de la catastrophe, il faut imaginer qu'elle est là. Et donc, pour l'imaginer, il faut justement pas seulement organiser des exercices de simulation, mais aussi demander aux artistes qu'est-ce que c'est qu'un monde… Parce qu'ils ont perçu des choses qu'on n'a pas perçues. Voilà, et qu'est-ce que c'est qu'un monde dans lequel, quand on touche un oiseau, on risque d'attraper la grippe. Qu'est-ce que c'est qu'un monde dans lequel un virus se répand dans les couloirs du métro. Voilà, les artistes, ils ont réfléchi à ça, ils nous l'ont rendu visible sur un mode ironique, ludique, qui nous permet de nous mettre à distance des peurs que ça suscite. C'est sûr que c'est un monde assez angoissant, mais du fait que non seulement on y réfléchit, mais on est capable de l'imaginer, on peut mettre ensemble effectivement
des artistes qui créent, qui en font un motif de création. Écoute, tu nous laisses sur un modèle optimiste. On a quand même, tu as confiance. On va peut-être avec les sentinelles ou avec peut-être la technologie, comme tu dis, on va réussir à mieux anticiper. Et peut-être si on anticipe mieux, on saura mieux comment composer et régler les problèmes éthiques que ça posera, parce que ça posera de toute façon des problèmes éthiques. Il faut choisir. Est-ce qu'on choisit les personnes âgées? Est-ce qu'on choisit telle catégorie? Est-ce qu'on choisit... C'est pour ça que tu parles de justice sociale, hein, en disant c'est lié aussi à la justice sociale. Et puis, c'est vrai que je fais confiance aux artistes, mais je fais aussi confiance aux journalistes. Je trouve qu'ils ont fait un beau travail dans des conditions difficiles sur cette pandémie pour couvrir tous ces aspects. Et ce que j'appelle justice sociale, c'est justement la capacité sur une alerte épidémique, mais d'autres alertes environnementales, à représenter tous les acteurs qui sont impliqués et de ne pas en laisser de côté. À partager l'information de façon globale et en prenant tous les parties prenantes. Voilà, de façon à impliquer le plus grand nombre de personnes dans cet imaginaire de la préparation aux pandémies. Ben écoute, merci beaucoup, parce que je crois que tu nous as aidé à remettre la conjoncture actuelle, qui est si pénible pour tant de personnes, dans un contexte beaucoup plus vaste. Et tu nous as aidé à comprendre un petit peu l'origine, le développement et un petit peu les problèmes que ça pose aujourd'hui. Et ça, je crois que c'est très précieux aujourd'hui pour arriver à mieux se situer, prendre de la distance par rapport à l'événement. On est tellement pris par l'événement quotidien, par les nouvelles qu'on a chaque soir sur le nombre de décès ou le nombre d'hospitalisations, d'avoir une réflexion beaucoup plus prenant le temps avec elle. Je crois que ça peut nous aider. Et je te remercie beaucoup. Je remercie aussi Catel d'être avec nous ce soir. Merci. Et puis nos techniciens qui sont là. Et puis aussi Feriel, aussi Myriam, aussi Julia. Et Kevin de nous avoir aidés à réussir cette soirée.